juste magnifique. Bonjour à tous, grosse gotte comme on dit ici. Je suis ravi de vous retrouver. Cette semaine, j'ai le plaisir de vous emmener en Autriche à la découverte de la province du Tyrol. Le Tyrol, cette région emblématique des Alpes orientales, se situant à l'ouest du pays, est réputée pour ses hauts sommets, avec près de 600 d'entre eux dépassant les 3000 mètres d'altitude. Et avec l'essor du tourisme d'hiver, les villages et les villes de montagne se sont modernisés. Pour autant, les Autrichiens ont su vraiment préserver leur identité et leur authenticité. Durant mon voyage, je vais m'efforcer de comprendre quels liens les Tyroliens entretiennent-ils avec la nature qui les entoure et quelle place occupent leur culture et leurs traditions ancestrales dans leur mode de vie d'aujourd'hui. Voilà, soyez les bienvenus au pays de Sissi Impératrice. Willkommen dans mes échappées belles, le pays de Yodel. Ah, il y a de l'écho quand même. Dans les Alpes autrichiennes, Waouh, c'est waouh. C'est waouh. C'est waouh, ouais. Jérôme Pittorin découvre Jouer de la musique dans la montagne, c'est magnifique. La nature donne un vrai élan. C'est de l'émotion pure. un certain lâcher-prise. Le yodel existe depuis le Big Bang. Partout dans le monde, on le pratique. Je me sens dans mon élément là, ça là. C'est... Oh là là, Bonjour, bienvenue. Fritz, 2 Fritz en fait. On n'était pas loin d'avoir un cornet de Fritz, hein. Franchement, on n'est pas ça. Un voyage sportif. Attention, là, la compétition va commencer, les amis. Là, on se trouve au cœur d'une crevasse, 25 mètres sous la surface. Et immersif. Il y a même un lac, et ça, je veux te le montrer. Oui, il fait froid à 3500 mètres. Mais comme on dit ici, on a les mains froides et le cœur chaud. Ici, la tradition, Découvrir une cloche, c'est comme assister à une naissance. c'est la tradition. Cette façade est typique de la région. Sur 1 mètre carré de façade, il y a 320 tuiles en bois. Toutes faites à la main et montées une par une. Donc là, tu m'emmènes au tremplin, tu veux que je saute à ski? Évidemment, on va monter, tu vas bien t'amuser pendant la descente. Ouais, c'est ça, je crois que c'est le mot juste. Guten Morgen, Grüß dich, Jérôme. Andrea. Comment ça va? Ça va bien? Tu sais Merci. Griesti, tu as dit? Grüß dich. Ça veut dire quoi, Griesti? Hello. Bonjour. Bonjour à vous. D'accord, donc on va dire que c'est quoi? C'est la langue du Tyrol? Oui, c'est le dialecte du Tyrol. En tyrolien, on dit Griesti. Ouais. Bon, je suis ravi d'être à Innsbruck, cette capitale du Tyrol, et puis de découvrir notamment cette architecture très colorée, dis-moi. Toutes ces couleurs correspondaient aux différentes professions de leurs habitants. Par exemple, le jaune pour le boulanger. Donc, quand tu ne savais pas lire, tu savais où aller pour avoir du pain le matin. Mais il y a aussi une explication non officielle pour ces différentes couleurs. D'accord, ça m'intéresse aussi, raconte-moi. En fait, c'était aussi un moyen pour les habitants de retrouver leur maison quand ils avaient un petit coup dans le nez. Donc grâce à ça, ils pouvaient reconnaître leur maison du simple fait qu'elle était verte, par exemple. C'est beaucoup plus facile quand tu as trop bu. D'accord, ok. Bon, eh ben, on poursuit la visite alors? Tu m'emmènes où? Je te propose de commencer par la vieille ville. C'est parti. Allons voir. Ouais. Tu vois, nous en France, on traverserait parce qu'il n'y a personne. Et je sais qu'ici, il faut faire très attention. On traverse que quand c'est vert. Oui, ici on est un peu strict. C'est ça, exactement. Maintenant c'est vert, on peut y aller. Chouette. Jérôme, voici le symbole d'Innsbruck. Le toit en or, un vrai chef-d'œuvre. Il a été construit au XVe siècle
par l'empereur Maximilien Ier. À l'époque, c'était un symbole pour son mariage et surtout une façon de montrer sa puissance. Et si tu veux, on peut monter dans la tour de l'horloge pour admirer la vue sur la ville et aller au-dessus du toit d'or. Ah ouais? Ça va? Ah, juste là? Ça marche? Regarde ça, Jérôme. Ah oui, on est accompagné par les cloches. Ouais. Cette petite mélodie bien sympathique. Alors moi, ce qui me surprend surtout, c'est la proximité de ces hautes montagnes. On est vraiment dans la vallée, bordée par les montagnes. Hein. Oui, et si tu veux, on peut même monter tout en haut, sur le pic le plus haut, le Nordkette. Tout là-haut? Il suffit de prendre le téléphérique directement depuis le centre-ville. Donc on peut partir avec ses skis de la ville et on arrive directement sur les pistes. Ça, c'est pas mal. On en profite pour marcher au bord de la rivière Inn. Andrea, qu'est-ce qui fait que tu t'es retrouvée à vivre ici à Innsbruck? J'aime la vie que je peux vivre ici. J'aime mon travail. Je suis prof de kayak et aussi glaciologue. Donc je travaille dans la montagne, sur les glaciers. Innsbruck est l'endroit parfait pour assouvir mes deux passions. Là, on est passé en mode un peu plus vertical. Ouais. C'est une magnifique vue de la ville, non? Ah ouais, incroyable. C'est un terrain d'observation extraordinaire pour une glaciologue comme toi. Il y a combien de glaciers d'ailleurs en Autriche ou particulièrement ici d'ailleurs? Dans les Alpes orientales, nous avons plus de 600 sommets au-dessus de 3000 mètres. Il y a 30 000 ans, c'était un énorme glacier qui occupait l'intégralité de la vallée. Mais aujourd'hui, il n'en reste que des petits morceaux. J'ai rarement eu une vue aussi impressionnante d'avoir cette ville. C'est waouh. C'est waouh. C'est waouh. C'est waouh, ouais. C'est waouh. Yeah. Le Tyrol compte 24 000 km de chemins de randonnée, 5 000 voies d'escalade et 6 000 km de pistes VTT. Pas étonnant donc qu'une athlète ait posé ses valises dans ce terrain de jeu grandeur nature. Catherine Bayerl, 28 ans, est championne de bobsleigh. Et chaque matin, ses journées commencent par un petit échauffement sur les hauteurs de la ville. Innsbruck est la destination idéale si tu aimes faire du sport. Tu ouvres les volets et tu vois les montagnes. Et quand il fait beau comme aujourd'hui, tu n'as qu'une envie en été, c'est de randonner et en hiver, d'aller skier. Représentante de l'Autriche aux derniers Jeux Olympiques de Pékin, Catherine pratique le bobsleigh depuis 10 ans. À peine rentrée des Jeux Olympiques, la championne retrouve sa coéquipière et son bolide du jour. Ici, on a les commandes du bob. Et c'est là que la magie opère. Si tu tires à gauche, ça va à gauche. Et si tu tires à droite, ça va à droite. La première fois que je suis montée dedans, j'ai eu l'impression d'être mise dans une machine à laver. Mais plus tu en fais, plus cela devient addictif et tu veux toujours aller plus vite. Mais avant de descendre la piste, Catherine doit faire un peu de bricolage. Ce bobsleigh, qui pèse plus de 170 kg, était destiné à des hommes. Elle doit l'aménager avec des petites cales pour que ses pieds puissent atteindre les pédales. Les femmes sont obligées de s'adapter, mais on trouve toujours une solution, ça ira. À mesure que la piste se rapproche, les sourires se font de plus en plus rares. Catherine et sa coéquipière se concentrent sur leur future descente. Prête? Oui. Partez! La jeune pilote autrichienne répète mentalement le parcours long d'1,2 km
et ses 14 virages qu'elle va devoir négocier. C'est parti pour 1 minute de glisse à plus de 120 km/h. Les descentes vont s'enchaîner de plus en plus rapides. Malgré une piste capricieuse en cette fin de saison, Cathy semble satisfaite. Bon, je crois que la dernière était la meilleure, mais c'est vraiment trop bondissant. Tu ne fais que sauter, c'est dur de le contrôler. Mais bon, ça va, on ne s'est pas craché. Et ce sont de bonnes pistes pour mon programme d'entraînement, donc c'est plutôt une journée réussie. Si le sport fait partie de l'ADN local, le folklore est un autre élément essentiel de la culture du Tyrol. Et pour cela, il faut souvent tendre l'oreille. Jouer de la musique dans la montagne, c'est magnifique. La nature donne un vrai élan. C'est de l'émotion pure. La musique est une grande tradition du Tyrol. Nos fanfares sont vieilles de plus de 200 ans. Dans les alpages, on a toujours fait du yodel. On vit en osmose avec la musique. Tin Gratz est à la fois chef d'orchestre et guide de randonnée. Avec ces deux hobbies, je ne sais jamais si je travaille ou si je suis en vacances. Et ça fait de moi un homme heureux. Dans son petit village de Kals, situé au pied du plus haut sommet d'Autriche, le Großglockner, Martin bat le rappel pour les répétitions du soir. Salut Alex, ça va? Je peux compter sur toi ce soir? Oui. Salut Yana. Ce soir, répétition de musique, hein? Tu t'es entraîné un peu? Bien sûr. Super, à tout à l'heure. Martin, qui dirige la fanfare depuis 28 ans, ne néglige aucun détail, notamment sa tenue. Ici, le costume local n'est pas du folklore maintenu pour appâter le touriste, mais l'expression d'une culture populaire qui se perpétue. Je mets ma ceinture traditionnelle. Elle a plus de 100 ans. Notre fanfare a son costume depuis 1928, avec l'aigle et les Edelweiss. Et ça, c'est la veste en feutre. Chaude en hiver, et en été, elle nous tient au frais. Le costume, c'est notre identité, comme la musique. Bonjour à tous. Entre orchestre et chorale, ils sont une cinquantaine de membres dans cette fanfare fondée en 1855. Ici, on s'y exprime en dialecte local. Personne ne considère ces ensembles comme quelque chose de démodé et toutes les générations s'y mélangent. Peu importe qu'on ait 10 ans comme le petit Lucas ou qu'on soit plus âgé comme Ziggy assis là-bas et qui a 64 ans. Qu'on soit écolier ou un grand scientifique, on est tous pareils. Le plus important, c'est qu'on soit tous en rythme et que le cœur y soit. On part sur la première strophe, bien patriotique. Meine Heimat ist Tirol, ja da fühl ich mich so wohl. Des chansons qui expriment souvent leur attachement à leur province. Von der Wand der Gamsbock folgt. Hey, ça c'est une tenue de combat, ça. Faut se protéger, c'est comme le hockey sur glace. Oui, au kayak polo, on se protège contre les coups de pagaie. Ah, c'est ça. D'accord, donc ça peut être assez musclé comme sport, alors. Il y a de la maîtrise, il y a de la maîtrise. Attention, là, la compétition va commencer, les amis.
Ouais, c'est le principe du water polo, mais en bateau, quoi. Merci championne. De rien. Une bonne partie de kayak polo le matin, ça réveille, hein. Jérôme, est-ce que ça te dirait de boire quelque chose de chaud après la fraîcheur du lac? On peut aller au Café Central, c'est un très joli endroit. Super. Ouais, très bien. Oh oh. Et voilà. Là, on est plongé dans une ambiance autrichienne ancienne. C'est une institution, alors. Ce café a été construit en 1884, donc il est vraiment ancien. Et c'est l'unique café de style viennois que l'on trouve dans tout le Tyrol. Et il est protégé par l'UNESCO. Et la tradition elle-même est classée par l'UNESCO. Bonjour. On voudrait commander des cafés viennois. Café viennois, d'accord. 2, s'il vous plaît. 2, ok. Parce que je voudrais lui faire découvrir notre culture. Et pour manger, on va prendre 2 Kaiserschmarrn. 2 Kaiserschmarrn, très bien. C'est quoi, Kaiserschmarrn? C'est entre omelette et pancake, à base de l'œuf et du crème chantier. Et ça, c'est une spécialité tyrolienne? Spécialité autrichienne. Autrichienne, au sens Et large, chez nous, d'accord. bien sûr, c'est la meilleure. On est number one. Bah, j'imagine bien. Ouais. J'imagine bien qu'elle m'a pas emmené au hasard. Oh là, c'est Un mélange. magnifique. Deuxième. Alors moi, j'ai une Voilà, question merci. sur le café viennois. Je voulais savoir quelle est la vraie recette, parce qu'il y en a qui mettent ce qu'on appelle nous en France la chantilly, par exemple. Chantilly, ouais. Mais normalement, il n'y en a pas. Il y a la mousse du lait et du café longo, tout Un simplement. café long, Ouais. d'accord. Celui qui est Traditionnel, classé, c'est celle-là. c'est celui-ci. Ouais. Mmh. Ah, elle est épaisse cette petite crème là. Très bien. Comment on dit santé en autrichien? Prost. Prost, oui, évidemment. À la santé d'Alain. Alors, Les Kaiserschmarrn avec la compote de pommes. c'est du Apfelmus. Ouais. Aïe, 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 aïe. Merci beaucoup. Danke. Voilà. Bon appétit. Danke. Alors, rappelle-moi, Kaiserschmarrn. Non, Kaiserschmarrn. Schmarrn. Kaiserschmarrn. Kaiser means Kaiser signifie le chef, le roi, l'empereur. Et Schmarrn, c'est un peu comme une blague pour se moquer. make fun of something here. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on se moque de l'empereur, là? On va avoir des problèmes, hein. C'est assez léger, quand même. Il y a les limites du pain perdu, parce qu'en plus, il y a des petits morceaux de fruits, là. Mais ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça, c'est reposant, ça, c'est apaisant, ça. Ben là, on est vraiment isolé, on n'est pas très loin de la ville, hein, franchement. On est à quoi 3-4 km de la ville, même pas. On est complètement en pleine nature. Ah, c'est très joli. Yeah. This is where Ici, on fait souvent du kayak. Toi, dès qu'il y a des rivières, tu kayak, hein. Yeah, but the water is also used Mais il n'y a pas by beaucoup d'eau en ce moment, car il y a un barrage hydroélectrique en amont qui modifie l'écoulement naturel de la rivière et perturbe la vie des poissons, des insectes et de notre environnement en général. C'est pourquoi je milite pour la protection des rivières et pour limiter le nombre de barrages hydroélectriques. Parce qu'il y a d'autres solutions, l'énergie solaire, l'éolien,
Mais avant tout, on devrait apprendre à limiter notre consommation énergétique. On n'est pas obligé de détruire toutes nos rivières. Je partage ton avis là-dessus, évidemment. Et d'ailleurs, on va se remettre dans l'énergie et on va avancer dans la randonnée parce que je pense qu'il y a des choses très jolies à voir par là-bas. Ça marche? Ça marche. Donc là, on va faire un saut à l'élastique. Si tu veux, tu peux sauter. Vaut mieux pas. J'ai pas mon matériel. Mais tu peux profiter de la vue plongeante sur la gorge de la Sille. Et alors? Ah d'accord, je vois où on est maintenant. On est au pied du tremplin olympique de saut à ski. Donc là, tu m'emmènes au tremplin, tu veux que je saute à ski? Évidemment, on va monter, tu vas bien t'amuser pendant la descente. Ouais, c'est ça, je crois que c'est le mot juste, on va prendre, bien se marrer. En Autriche, le saut à ski est une institution. Et pour garder sa place de première nation mondiale, on prête la plus grande attention au tremplin. C'est le travail de Markus Gapp, le directeur technique sur le site de Seefeld. Chaque matin à l'aube, il doit remodeler et soigner la piste. Ce qui est important pour les skieurs, c'est la profondeur de la trace pour aller bien droit et que le ski avance sans obstacle. Quand les skieurs partent, ils vont à 90 km/h environ. Si son ski sort de la trace, ça peut être très dangereux. Sous le tremplin, un mécanisme de refroidissement à moins 11 degrés a été installé. Ce qui n'empêche pas de recourir parfois au système D pour geler la piste. Et là, cette marque indique que c'est le bout du tremplin. Le skieur se concentre sur ce point-là précis. Et il sait ainsi exactement à quel moment sauter. La piste est fin prête. Elle peut maintenant accueillir les futures stars de la discipline. Comme Megan, 14 ans, qui est en sport-études et qui reçoit les dernières instructions de son entraîneur. Aujourd'hui, les conditions sont parfaites pour le dernier saut de l'année. Megan, tu feras attention à faire planer le haut du corps. Tu ouvres bien tes skis pour sauter le plus haut possible, mais le plus important, c'est que tu prennes du plaisir. Direction le tremplin de 75 mètres. Pas de quoi impressionner la jeune Autrichienne qui pratique le saut à ski depuis l'âge de 5 ans. J'ai commencé le saut à ski car toute ma famille, mon père, mon frère et mes cousins le pratiquaient. Au départ, j'ai débuté par des mini-tremplins de 5 mètres, pas plus. Et petit à petit, quand tu gagnes en assurance, tu sautes des tremplins plus grands. J'aime être dans les airs. C'est un sentiment de liberté. Tu ne penses à rien. Ce sont les meilleures secondes de ta vie. C'est extraordinaire. Trois secondes dans les airs, à plus de 90 km/h. Avec ses camarades, Megan va multiplier les sauts. Des élèves qui sont évalués sur leur position en vol, la longueur du saut et leur réception. En contrebas du tremplin, Christophe, l'entraîneur, analyse chaque passage. C'est bien. Tu as corrigé ta position pendant le vol. Tu es plus droite. Il reste encore à Megan 4 ans d'école de ski pour perfectionner ses sauts. Mais la jeune athlète a déjà des rêves en tête.
Je sais que si je travaille dur, je pourrais atteindre tous mes objectifs, comme participer aux JO ou gagner une Coupe du Monde. Et peut-être même sauter un jour depuis le tremplin de Bergh-Isel, qui est incroyable. Bergh-Isel, un nom mythique qui fait rêver tout sauteur à ski. Le tremplin trône sur les hauteurs d'Innsbruck. Construit dans les années 30 et modernisé pour les Jeux Olympiques, il accueille chaque année les meilleurs athlètes et les visiteurs de passage. Bonjour. Allez, suivez-moi. Thomas, un ancien champion de saut à ski, se propose de les guider sur le site en leur dévoilant les coulisses. Voilà à quoi ça ressemble. À cet endroit-là, il faut mettre ses pieds vers l'avant pour avoir un bon centre de gravité. Je trouve ça fou que des athlètes aient le courage de s'élancer de ce tremplin. C'est tellement impressionnant. Ils volent au-dessus de cette grande ville. C'est fantastique. Mais le clou du spectacle se trouve au sommet du tremplin, où ces visiteurs, en plus d'une vue vertigineuse sur la ville, peuvent s'asseoir sur la planche de départ. C'est fou. D'ici, l'aire d'arrivée semble tellement petite. C'est si pentu. Je me trouve là où les plus grands athlètes réalisent leurs rêves. C'est génial. La sensation de se frotter au frisson du grand saut, sans avoir à se lancer dans le vide. Salut. Salut Jérôme. Grosgoth, Tony, je suis content de te rencontrer. Yes. Tu mets beaucoup de gaieté là dans cette vallée là, où on t'entend de partout ici. C'est le meilleur endroit ici. Alors là, on n'est plus dans le Tyrol, hein. Oui, nous sommes à Zell am See. C'est le cœur des Alpes. C'est magnifique. Tu peux skier le matin et nager l'après-midi. Et chanter à l'heure du déjeuner. Oui. Le yodel existe depuis le Big Bang. Partout dans le monde, on le pratique. Mais en Autriche et en Suisse, on l'a gardé. Car dans les Alpes, c'est un signal. On utilise des codes comme... C'est la question. Hey, comment vas-tu? De l'autre côté, la fille répond... Ça va. Est-ce que toi, tu pratiques le yodel depuis tout gamin? C'est dans mon ADN. Je partais toujours avec mon grand-père dans les alpages. On s'asseyait sur un banc et il yodelait. Et je m'entraînais avec lui. Est-ce que tu peux m'expliquer l'idée de départ? Comment c'est venu tout ça? J'ai proposé mes cours de yodel sur les réseaux sociaux. Et une heure après, une entreprise me contactait. Je ne savais pas ce que ça allait donner. J'ai poussé la porte et j'ai dit « Bonjour tout le monde, je suis Tony de l'école de yodel ». Finalement, le cours a duré 2 heures. Les gens ont adoré. C'était vraiment fun. Ils m'ont photographié et ont écrit un article sur moi. Tout s'est accéléré ensuite. En 5 ans, j'ai formé environ 30 000 personnes dans mon école. Maintenant, je vais t'apprendre le schnackler. Ok. Essaye. Très bien. Peut-être pas quand même. Ça sonne comme un klaxon de vélo. C'est ça, c'est exactement. Ouais, t'as une super voix en plus, c'est pas juste la technique du yodel, tu chantes très bien. Merci Jérôme. L'important maintenant, c'est de plier les genoux.
Ça aide ton cerveau à garder le rythme. 1, 2, 3, 4. Tony, toi, tu es un petit peu un ambassadeur finalement de ta culture et de ton pays. Oui, je voyage beaucoup dans le monde. Je suis très fier de faire découvrir la culture autrichienne. Comme un président. Ah oui, au moins ça. Tu veux écouter ma musique? Ah oui, j'aimerais bien écouter. Je peux la mettre. Elle s'appelle Mountain Love. Tu chantes avec moi? On est arrivé. Je t'emmène dans un atelier de costumes traditionnels. Ah, c'est carrément dans l'atelier là. Enchanté, merci de nous accueillir. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Expliquez-moi. Un client a abattu un cerf et je travaille cette peau pour lui confectionner un pantalon en cuir. Vous êtes encore combien de tailleurs, de tanneurs à faire ce métier ici, en Autriche? 20 à 25 au maximum. Nous ne sommes plus très nombreux. Dans ma famille, nous faisons cela depuis 7 générations, toujours transmis de père en fils. Je suis toujours impressionné de voir des traditions perdurer comme ça aussi longtemps, de génération en génération. Et toi, lorsque tu enfiles ton costume traditionnel, est-ce que tu sens le poids de l'histoire, de la culture de ta région? Oui, rien que porter ce pantalon en cuir, qui est celui de mon grand-père, ça fait remonter beaucoup de souvenirs. De nos jours, ce vêtement est porté pour les grandes occasions, baptêmes, mariages, fêtes. Porter le costume traditionnel, c'est être fier de nos traditions. Qu'est-ce que tu vas faire, Tobias, là? Maintenant, je trace mes futurs motifs de broderie. Combien de temps il te faut pour faire un pantalon comme celui que tu es en train de faire? Cela dépend beaucoup de la finition. Pour un exemplaire relativement simple, il faut compter 4 jours. Si on fait quelque chose d'élaboré, cela prendra environ 4 semaines. En raison de la demande, il faut attendre 1 an et demi avant que le pantalon ne soit réalisé. Jérôme, tu ne dois pas trop manger, parce que si tu grossis en 1 an et demi, il sera difficile à mettre. Ouais, c'est embêtant, oui, c'est clair, puisque c'est du sur-mesure, évidemment. Gros problème. Gros problème, oui. Bon, ça veut dire que moi, si j'en voulais un, il faudrait que j'attende 2 ans, donc je ne suis pas prêt d'en avoir, en fait. Ne t'inquiète pas, j'ai des pantalons en cuir dans la voiture. Ok, même pas peur, même pas peur. Toby, merci. C'était un plaisir. Dankeschön. Merci, félicitations pour votre travail et votre talent et pour faire perdurer cette belle tradition. Et bien voilà. Ça y est, Jérôme, on est arrivé. Nous y voilà, je me sens dans mon élément là, ça là. C'est... Oh là là, Bienvenue chez Fritz. Ah, il est là-bas? Oui, c'est un ancien menuisier. D'accord. Et il a une des plus belles barbes du monde. Bonjour, bienvenue. Allô, Jérôme. Salut Fritz. Salut. Comment vas-tu? Bien, bien. Tu cuisines? Oui, c'est mon coin cuisine. Tu nous fais visiter? Bien sûr, entrez. Oh. Fritz, Tony m'expliquait que vous aviez fait des championnats du monde
avec votre barbe, c'est ça? Oui, j'ai été 3 fois champion du monde. Non. La première fois en Norvège, la deuxième à Leogang, à côté d'ici, et la troisième à Las Vegas. Ah bah dis donc. Une barbe naturelle, ronde, pas de spray, pas de gel. Ça, c'est une hutte vraiment très traditionnelle ici en Autriche? C'est une authentique cabane de bûcheron des montagnes. Là, c'est l'endroit pour dormir, pour cuisiner. Il y a les chaussures, les vêtements. C'est tout ce dont ils avaient besoin à l'époque. Allez, maintenant, je vais vous montrer mes chopes de bière. Ah oui, tu m'as dit ça. Très bien. Allez, on te suit alors. Il est extraordinaire. C'est lui qui a fait ça aussi alors? C'est génial. C'est du bois pour l'hiver. Magnifique. Allô. Voici Fritz, le musicien. Allô Fritz. Bonjour. Donc Fritz 1, 2 Fritz en fait. On n'était pas loin d'avoir un cornet de Fritz. Hein. Franchement, on n'est pas ça. Je vois qu'il y a beaucoup de shops. J'ai vu qu'il y avait aussi une collection de scies. Je vois des haches. Tu collectionnes tout en fait. Oui, j'ai 1800 shops à bière et j'ai aussi 2500 scies. Ah ouais, c'est que la collection elle continue ici. Voici la suite de ma collection. C'est juste incroyable. Il y a des super belles pièces, ceci dit. Hein. Regarde le travail là en bois. Et voilà ma brasserie. Ah oui. C'est là que je fais ma propre bière. Choisis ton verre, Jérôme. Alors je vais choisir. Bah, je vais prendre une vraie chope de bière, moi. Ah oui, moi je suis un. Un petit. Un verre de bébé. Avec modération, on dit. Alors avec modération, c'est la preuve. Hein. Ah oui, toi t'es dans la catégorie adulte. Oui. Bon bah écoute, moi je me sens de plus en plus autrichien, hein, ici. Et Fritz, j'ai l'impression que tu as eu quand même une existence très riche, tu as fait plein de choses dans ta vie. Qu'est-ce que tu gardes de ton partage de la culture aussi autrichienne à travers tes voyages? Le plus important, c'est l'attachement à nos racines. Les outils d'antan n'existent presque plus. Il n'y a plus rien. Nous devons faire un effort pour les préserver, pour la postérité. Je suis fier de préserver cet héritage. Jérôme, je dois dire que tu as très bien chanté. Et donc voici ton diplôme de yodel. Oh là là, ça suffit. Ah, ça suffit, hein. Merci beaucoup. Hein. Tu pourras le mettre sur ton CV. Si oui. OK, Fritz, auf geht's. Auf geht's. Génial, bravo. Ici, il y avait une fissure. Tu peux descendre un peu la cloche? Devant Peter et Johannes, les deux frères Grassmayer, une cloche originaire d'un petit village du Loiret, vieille de 150 ans, qu'ils viennent tout juste de réparer. Sur cette cloche, on a réparé l'intérieur de la anse, qui était rouillée et qui s'était brisée. Donc on a dû ouvrir cette partie. Et maintenant, elle est prête à retourner dans le village de Chessy. Grassmayer, un nom mythique qui résonne pour tous les Autrichiens. Cette maison familiale d'Innsbruck fabrique des cloches depuis 1599. Plusieurs centaines de cloches sont produites chaque année. Les plus petites font 3 cm, les plus grosses pèsent 25 tonnes. Un savoir-faire exceptionnel basé sur les techniques datant du Moyen-Âge et qui suivent des étapes bien précises. Après l'élaboration du moule, il faut tout d'abord procéder au coulage de la cloche. La hauteur est bonne, vous pouvez verser.
Une opération délicate avec du métal fondu à 1200 degrés qui est déversé dans le moule. Après une semaine de refroidissement, la phase de décochage permet de révéler l'œuvre finale. Découvrir une cloche, c'est comme assister à une naissance. Et là, dans l'argile, vous pouvez voir les lettres de cette cloche destinée à une église orthodoxe en Bosnie. Pagode bouddhiste, temple indien ou cathédrale, la famille Grassmayer, qui livre ses cloches dans le monde entier, est fière de travailler pour 8 religions différentes. Pour nous, façonner des cloches pour toutes ces religions, c'est un symbole de paix pour l'humanité. Johannes est le représentant de la 14e génération Grassmayer. À la tête du clan, sa mère, Elisabeth, garde un œil sur les créations et pense déjà à l'avenir de la famille. Johannes, Peter. Bonjour maman. Regardez, là, on a les armoiries du Liechtenstein. Ça ira sur la cloche, à côté de notre blason avec le griffon. Oh, mes fils travaillent super, oui. Et la prochaine génération est déjà en éducation. On pense qu'ils vont venir dans 3 ou 4 années. Une fois la cloche terminée, Peter, le cadet, doit encore contrôler la qualité de sa résonance. Dans une seule cloche, je peux analyser une centaine de fréquences différentes. Chaque anneau a sa propre tonalité. Mon grand-père utilisait le même diapason. Bien sûr, aujourd'hui, j'utilise aussi un ordinateur, mais le plus souvent, je préfère me servir du diapason car c'est aussi fiable pour étudier les nuances de son. Des tonalités harmonieuses qui résonnent dans toutes les villes et villages du Tyrol. Et des cloches qui peuvent également devenir des instruments de musique. Horst Konrader est un expert dans ce domaine. Professeur au collège, il dispense parfois à ses élèves des cours de cloche. Ma chère petite classe, quand j'étais un petit garçon et que j'allais dans les alpages, je voyais des vaches avec des cloches autour du cou. Un jour, j'ai demandé à mon grand-père pourquoi ces vaches avaient des cloches et il m'a répondu « C'est pour aider le fermier à les retrouver quand elles étaient perdues dans les prairies. » Et donc cela m'a inspiré et je me suis fait faire des cloches ressemblant à celles des vaches. Je vous les ai apportées et je vais vous faire une petite démonstration. Le succès est immédiat et crée des vocations. Qui veut essayer? Aria? Tu joues comme ça vient. Les petites cloches sont plus aiguës et les grosses sont très graves. Malgré une facilité apparente, pas toujours évident de faire une belle mélodie. Moi, j'aime bien entendre les cloches, car ça me rappelle l'ambiance dans les montagnes. Et maintenant, je vous présente Marco, mon ami à l'accordéon. Car plus on est nombreux, plus c'est entraînant. Des cours de musique qui sortent de l'ordinaire et qui permettent à la nouvelle génération de se réapproprier des éléments de son patrimoine culturel. Salut Jérôme. Bienvenue à Intertux. Je suis content de te rencontrer aussi. Tu es aussi grand que tes montagnes ici.
Oui, je fais 1m90. Mais c'est pas étonnant dans cette vallée. Ah bon? Les gens sont grands ici. On va jusqu'à quelle altitude aujourd'hui? On va monter jusqu'à 3250 mètres. Wow. Mais c'est la tempête là-haut. Hein. Ah oui, je vois ça, c'est plutôt le retour de l'hiver. Hein. Allez, suis-moi. En ce moment, il fait moins 7 degrés. Mais arrivé au sommet, il fera entre moins 13 et moins 14. Donc là, on est sur la station de Hintertux. Hintertux. Ah, il fait froid. Je sais que c'est difficile pour les Français. C'est pas faux. C'est le seul endroit en Autriche où tu peux skier toute l'année. Alors toi, Roman, tu es originaire de cette vallée-là? Oui, je suis d'ici. Je suis né ici, je vis ici. Et je veux mourir ici. Le plus tard possible. Hein. Donc finalement c'est un igloo alors, un igloo géant. Il fait meilleur ici, toujours à 0 degré. C'est typique des glaciers alpins. Donc là on est à l'intérieur d'un glacier quand même. C'est déjà une expérience en soi. Des dalles de glace. Attention, hein, c'est assez glissant. Ah oui, c'est un passage particulier là. Ah, c'est magnifique là. D'être au contact de cette matière, de cette glace. Là, on se trouve au cœur d'une crevasse. 25 mètres sous la surface. On se sent vraiment tout petit et tout fragile dans un lieu comme celui-ci. Comment cet endroit d'ailleurs a été trouvé? C'était en 2007, totalement par hasard, et c'est moi qui l'ai découvert. Comment ça, tu as dit? Je comprends pas. Je me baladais en montagne et j'ai vu une petite ouverture. Ça m'a intrigué, car à cet endroit, il n'y avait pas de crevasse. J'avais les crampons aux pieds, mon piolet dans mon sac. Alors j'ai grimpé jusqu'à cette cavité et j'ai réussi à grandir cette crevasse et pénétrer dans le glacier. Et depuis 2008, on organise des visites pour le public. On peut leur montrer ce monde de glace. C'est juste incroyable ce que tu me racontes. Au début, je pensais que c'était juste une crevasse. Mais c'est tout un système de galeries. Il y a même un lac. Et ça, je veux te le montrer. Qu'est-ce que tu fais? C'est excellent, j'ai l'impression d'être dans un jardin d'enfants. Faire du toboggan. L'aventure continue. Bonjour tout le monde. Content de te revoir. Et voici notre lac. C'est ça le lac, d'accord. Oh, c'est incroyable. De l'eau bien fraîche. Hein. J'imagine, oui. Mais parfaite pour un champion du monde de nage en eau glacée. Ok, mais vous êtes surtout complètement fou en fait. Non, c'est pas fou, c'est amusant. Alors comment vous est venue l'idée de pratiquer cette discipline? J'ai fait beaucoup de compétitions de nage en eau libre. J'ai été le premier à traverser le lac de Constance, le plus grand lac allemand. Et c'est quand j'ai fait la traversée de la Manche à la nage et que j'ai battu le record de 7 heures et 3 minutes en 2005 que je me suis décidé à me lancer dans la compétition en eau froide. Mais tu sais, dans les années 90, c'était inconcevable pour moi de nager dans une eau à moins de 20 degrés. Ah ben comme moi, même chose comme moi. Tu t'es déjà baigné? Tu as déjà essayé? Oui, je me baigne tous les jours. Every day? So it's time now. Maintenant, on peut y aller.
fou, il y a de la glace, quoi. Wow. Bravo, hein. Congratulations. Bravo. C'est très impressionnant à voir, hein, en tout cas, de vous voir dans l'eau comme ça. Hein. Cet endroit est vraiment incroyable et unique au monde. Les gens sont heureux et fiers de nager dans cette grotte. C'est fantastique. Bye bye. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Regarde ça. Là, c'est extraordinaire. Là, on est vraiment très profond. Et tu peux voir le contact entre la roche et la glace. Ah oui, c'est vrai, c'est la première fois qu'on voit la roche dans le glacier, dis donc. Je trouve qu'en plus, ces formes racontent quelque chose. On a l'impression de voir les têtes de monstres, de dragons. Il y a quelque chose d'assez mystérieux ici. Oui, des sculptures surprenantes. C'est magnifique. C'est magnifique. Wunderbar. C'est un endroit extraordinaire. J'imagine que quand tu étais petit, si tant est qu'un jour tu étais petit d'ailleurs, tu n'aurais jamais pu imaginer découvrir un lieu comme ça. Découvrir un lieu comme ça, ça a été un cadeau. Et il appartient à tout le monde maintenant. Et ça te rend fier aussi? Oui, mais c'est pas moi qui ai créé cet endroit. Ce qui me rend le plus fier, c'est d'avoir fondé une famille. Ah. J'ai une femme incroyable et 3 magnifiques enfants. 3 jeunes filles. C'est très joliment dit en tout cas. D'ailleurs, si tu veux, demain, je voudrais te les présenter. Ah, super. Mais je ne t'en dis pas plus. Tu es le bienvenu. Avec plus de 600 sommets dépassant les 3000 mètres, les habitants du Tyrol ont dû s'habituer depuis longtemps à vivre la tête dans les nuages. Le chef cuisinier Joseph Heiter peut être plus que d'autres, car il officie dans le plus haut café d'Europe, situé à 3440 mètres d'altitude sur le glacier Pitzal. Allez, vas-y, monte-le. Premier défi pour lui, acheminer chaque matin la nourriture au sommet. Maintenant, on prend ces marchandises qu'on a récupérées en bas de la vallée à 1800 mètres et qu'il faut monter. C'est un gros challenge, car on a des choses qui pèsent lourd, jusqu'à 700-800 kilos. Donc il faut de bons muscles. Et c'est donc à bord d'un téléphérique que légumes, gâteaux et boissons vont rejoindre leur destination finale, le café 3440. Un établissement à l'architecture ultramoderne, construit comme un vaisseau spatial posé sur la neige. Sur les cimes, le soleil illumine les dizaines de glaciers et surplombe un domaine skiable ouvert de septembre à mai. Arrivé à son poste, bonjour à tous. C'est toujours le même rituel pour Joseph. Le nœud papillon en bois, c'est le symbole du chef du café, et je le mets tous les jours. Joseph est un enfant du pays, chef cuisinier depuis 48 ans, dont 10 passés ici. Tous les jours, on coupe 6 ou 7 strudel. Les skieurs aiment le manger avec de la sauce à la vanille. Les strudel, ça leur donne beaucoup d'énergie. Mais cuisiner à près de 3500 mètres n'a pas que des avantages. Ici, l'eau bout à 78 degrés. Tu vois, elle bout, mais ce n'est pas très chaud. Je peux mettre mon doigt.
Donc cuisiner ici, c'est un challenge car le point d'ébullition est moins élevé qu'en bas. Quand tu veux faire cuire des pommes de terre, des nouilles ou un œuf, il te faut le double de temps. Et ce n'est pas tout. La première machine à café est tombée en panne à cause de l'altitude et la bière mousse 3 fois plus les jours de mauvais temps. Le chef a dû également adapter ses recettes. Comme pour les knoedels, les fameuses boulettes au lard. Je les fais cuire à la vapeur dans ce four spécial pour ne pas qu'elles se désagrègent. Un dernier brin de ménage. Joseph en termine avec sa cuisine savoureuse. Et tout est prêt pour l'arrivée des premiers clients. Des skieurs ravis de cette pause en altitude. C'est un endroit de rêve. L'air est un peu raréfié, mais aujourd'hui, c'est parfait. La neige est bonne, tout est impeccable. Entre deux commandes, le chef aime s'accorder quelques instants pour savourer la vue. Il y a une atmosphère particulière. Quand on voit ce panorama avec la forme des rochers et toute cette nature, ça enrichit le cœur et l'âme. Alors oui, il fait froid à 3500 mètres. Mais comme on dit ici, on a les mains froides et le cœur chaud. Et c'est bon pour la santé. Helmut Edelmeier doit lui aussi composer avec le relief. Il est facteur et durant 4 mois de l'année, il effectue une partie de sa tournée à ski. Un cas unique dans le pays. Pour lui, c'est le seul moyen d'accéder à des maisons isolées par la neige. Quand on a la chance d'habiter en Autriche, c'est normal de tutoyer les montagnes. Pour sa mission, la Poste lui a même fourni des skis personnalisés avec le logo et le slogan du groupe. Mon sac pèse entre 15 et 25 kilos. Ça change tous les jours. Ça peut être lourd, ça dépend s'il y a des catalogues. Helmut travaille à la Poste depuis 27 ans. Ses clients, des hôtels, quelques fermes éloignées, ou bien des chalets pour vacanciers en visite à Toplitz, une station de ski familiale située à plus de 2000 mètres d'altitude. Belle journée pour faire du ski. Oui. Ah, j'attendais ce courrier, super. Attends, je regarde si j'ai aussi quelque chose pour le chien. Viens là. Tiens. Comme on habite dans un endroit assez isolé et qu'on a de la neige autour de nous en hiver, c'est un luxe d'avoir tous les jours le facteur qui apporte les lettres et nous donne les nouvelles du village. Allez, à demain. Au revoir. Toute la matinée, Helmut va enchaîner la relève du courrier et les livraisons à près d'une 50aine d'adresses. Tu as quoi pour moi? C'est tout pour aujourd'hui. Télésiège ou tire-fesses, tous les moyens de transport sont bons pour atteindre les destinataires. Et mieux vaut avoir la forme. Le facteur va parcourir près de 12 km à ski. Une tournée qui lui prend 3 heures, voire plus quand la météo se dégrade. Quand il fait mauvais, ça peut être très difficile, même si tu connais bien l'endroit. Une fois, sous la tempête de neige là-bas, j'ai dû abandonner ma tournée à cause du brouillard, car c'était devenu trop dangereux. Mais ces efforts sont souvent récompensés par des clients qui invitent le facteur à faire une pause au chaud ou prendre un petit remontant. Bonjour, ça va? C'est le cas de ces touristes allemands en vacances qu'il retrouve chaque année. Voici ton journal. Les dernières nouvelles. Merci. Tu veux un café? Oui, volontiers. Une vie sur les cimes, au grand air, comme peuvent offrir ces montagnes autrichiennes.
Jérôme, aujourd'hui, on va visiter un endroit étonnant. Je te présente Maria, une de mes filles. Bonjour. Bonjour Maria. On arrive au château de Tratzberg, un des plus beaux châteaux autrichiens. Magnifique, oui. Oh, très jolie cour intérieure. Ah, c'est une ambiance assez extraordinaire là. La construction date du XIIIe siècle. C'était surtout une place forte pour se défendre. Puis il a été modifié au XVe siècle. C'était plus pour les réceptions, les rencontres officielles et montrer la grandeur du pays. En tout cas, c'est très décoré, il y a beaucoup de peinture. Hein. C'est original. Oh, c'est une belle pièce, ça. Hein. On arrive dans les appartements de Jakob Fugger. Au XVe siècle, il a donné ses lettres de noblesse au château. Ah, c'est lui? D'accord. Il a fait fortune dans les mines d'argent. Vous aviez déjà visité tous les deux ce château auparavant? Oui, je devais avoir 5 ans. Je me souviens d'une chasse aux fantômes, avec des indices comme celui-là. C'était très amusant. D'accord, c'était une attraction pour les enfants. Oui, c'est pas un château hanté, non. Non. Là, c'est la grande salle de la famille des Habsbourg. Oh là là. Tu peux voir leur arbre généalogique à travers les siècles. Là, c'est l'empereur Maximilien Ier. Ah, Maximilien, c'est celui qui s'est marié à Innsbruck. On a le petit toit doré. Là, tu peux voir une lettre vraiment intéressante écrite par l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche à Jakob Fugger. Ah, mais c'est écrit en français en plus. C'est elle dont le mari est décédé très jeune et c'est elle qui a géré l'Empire pendant très longtemps seule. Et aussi, Marie-Thérèse d'Autriche était la mère de Marie-Antoinette. D'accord. On comprend mieux les alliances entre l'Autriche et la France. Ouais. Les familles se marient entre elles pour pouvoir agrandir leur royaume. Ils ont une belle collection d'armures aussi, là. Il y a des armures un peu particulières. À l'époque, il y avait certaines choses qui étaient assez précieuses et qu'il fallait bien les protéger. Hein. très... Oula, attention. Pourquoi faites-vous autant de bruit dans la salle? Vous m'importunez. Ça y est, le soleil brille à nouveau. C'est ma famille. Ma femme, Marlise, et mes 2 autres filles, Antonia et Anna. Ravi de vous rencontrer. Enchanté. Aïe. Ah oui, j'ai pas vu en plus la star de la famille, là. Salut, toi. Bon, vous êtes bien ici? C'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire, vous réunir en famille, là, prendre un petit pique-nique, un petit goûter? Oui, on est des amoureux de la nature. Et ici, tu l'as vu, il peut neiger le matin et faire beau l'après-midi. On aime le silence et les bonnes vibrations de la forêt. Tu peux juste mettre sur pause et décompresser après de longues journées. C'est toujours un moment particulier en famille. Ah, il suffira d'un signe. Hein. Regarde-moi ça, c'est pas magnifique ça? On parlait de la nature. Oh là là. Et là, il y a un chien de garde, là, attention, hein. On risque rien. Moi, je me demandais quelle était votre définition de l'identité tyrolienne. C'est quoi pour vous être tyrolien? Au Tyrol, on est toujours au contact avec la force de la nature. On doit lutter contre la neige, les fermetures de routes, les avalanches. Ça forge un caractère. Ça nous apprend à être soudés. Si tu penses au Tyrolien typique, c'est vraiment mon père.
Oh. Merci pour le compliment. Malgré tout, je ne suis pas infaillible. J'ai super mal aux jambes. En tout cas, un grand merci à l'ambassadeur tyrolien exceptionnel que tu es. Et merci à vous de m'avoir accueilli dans la famille. C'est chouette de partager ces moments-là. Merci pour ça. Merci beaucoup. Merci. Un autre lac, le Weissensee, est situé à 945 mètres d'altitude. Il est long de 12 km et se transforme naturellement chaque saison en plus grande patinoire d'Europe. Une immensité rendue possible grâce à un homme. Norbert Jank, 75 ans. C'est le Eismeister, littéralement le maître de la glace. Chaque matin, Norbert doit évaluer l'épaisseur de la glace pour assurer une sécurité maximale. On peut voir qu'on a 30 cm de glace qui est de très bonne qualité aujourd'hui. C'est parfait pour faire du patin. C'est un morceau d'eau pure, tellement transparent qu'on peut lire le journal à travers. Cela fait plus de 50 ans que Norbert est aux petits soins de cette piste en plein air. Bonjour. Comment vous trouvez la glace ce matin? Ça fait 2 ans qu'on vient et c'est toujours très agréable de patiner ici. C'est super. Au revoir. Et le travail du maître de la glace ne s'arrête pas là. Avec sa voiture, il retire la fine couche de neige et trace une longue piste pour les patineurs. En Autriche, Norbert est une petite célébrité locale pour avoir supervisé le tournage d'un James Bond sur le lac. Mais pas seulement. Il est surtout connu pour être un miraculé qui est passé plusieurs fois à travers la glace. J'ai coulé 3 voitures et 2 dameuses. En voiture, on ne coule pas tout de suite et on peut encore sortir par la fenêtre. Mais pour les dameuses, qui pèsent 2,5 tonnes, dès qu'on entend la glace qui craque, il faut sortir en vitesse. La dernière fois, c'était il y a 2 mois. Je suis tombé sous l'eau avec la dameuse et en remontant à la surface, je me suis même tapé la tête contre la glace. Mais dès le jour suivant, j'étais de retour au travail, normalement. Je crois que j'ai des milliers d'anges gardiens avec moi. Grâce à son altitude exceptionnelle, on peut patiner sur le lac jusqu'à 120 jours par an et l'arrivée du printemps. Ils sont donc plus de 60 000 amateurs de glisse à venir chaque saison de toute l'Europe. Il faut s'habituer au bruit de la glace, à tous ces craquements. Mais une fois qu'on s'y fait, c'est vraiment cool comme endroit. C'est un peu l'aventure. Là où on habite, on a un stade pour faire du patinage, mais c'est 200 mètres, je sais pas, 400 mètres, et ici, ça fait des kilomètres qu'on peut le faire, et oui, c'est magique. Un enthousiasme partagé par ces joueurs d'Eisschlock-Schießen, un sport très populaire ici qui mélange le curling. Celui-là, il va arriver jusqu'à Paris. Et la pétanque. En hiver, je suis paresseuse. Je fais du Eisschlock-Schießen. Mais l'été, c'est aussi un endroit de rêve. L'eau est à 26 degrés. Notre lac est un vrai phénomène. Et il y a un autre petit plaisir dont les familles autrichiennes raffolent, celle de longues descentes en luge. Rien que dans le Tyrol, une centaine de pistes ont été soigneusement aménagées sur les versants exploitables. Pour la famille Grimm, c'est d'ailleurs un rendez-vous immanquable chaque semaine. Chacun sa luge. On n'oublie pas les bonnets, les gants. Andrea, tu prends ta petite luge. On est allé chercher les enfants à la sortie de l'école et on est content d'être en plein air. Pour monter, les enfants râlent toujours un peu. Ça leur semble long, mais après, ils adorent la descente et là, on s'amuse vraiment.
Mais avant les joies de la grande descente, il faut d'abord grimper et tirer sa luge sur quelques kilomètres. Anna, tu es fatiguée? Tu veux t'asseoir sur la luge? Oui. Va sur celle de papa. Et maintenant, c'est papa qui va en baver un peu. Un loisir qui reste bon marché. Si des luges sont disponibles à la location pour 3 €, la plupart des habitués viennent avec leur propre monture. Super! On est arrivé. On avait commandé cette luge il y a 2 ans pour Noël. Et on a fait graver les noms de toute la famille dessus. Chez nous, on préfère les luges en bois à celles en plastique car elles sont plus maniables. Prenez des couvertures. Autre tradition bien agréable, la présence d'un refuge au sommet de chaque piste de luge. Celui-ci a plus de 100 ans. Après cette montée un peu fatigante, c'est l'heure du réconfort. Un bon cacao et après on sera revigoré pour descendre à toute vitesse. Vous savez, les enfants boivent toujours du cacao, mais les parents, pas toujours. Puis vient le moment tant attendu. À vos marques, prêts, partez! 3 km de descente, 600 mètres de dénivelé et pas mal de fou rire. C'est un peu acrobatique, mais je peux compter sur mon mari. Il va nous ramener sains et saufs à la voiture. Bravo! Andrea, c'était ta première descente toute seule. À la fin de l'hiver, les pistes de luge laisseront la place à une multitude de chemins de randonnée, une autre grande passion des Autrichiens. Rushdie! Bonjour! Ça va, René? Ça va bien. Super bien. Je suis très content que tu arrives ici. Ah ben, je suis très heureux d'être là aussi. Ouais. Et je vois que les montagnes m'auront accompagné tout mon voyage, donc je suis ravi. C'est l'Autriche. Alors, on y va? On y va? On va à l'hôtel, tu m'emmènes chez toi? T'as vu comme c'est joli, là, ces petites chapelles, là? Et alors j'ai vu, hein, tu as un véhicule électrique, et puis alors tu m'avais conseillé de venir en train pour justement éviter la voiture et polluer moins. Oui, nous avons un grand engagement pour le climat mondial. Maintenant, nous avons environ 15% de clients qui arrivent avec le train. C'est superbe, parce que c'est pas nécessaire de prendre une voiture ici. Et tout de suite... Voilà ton hôtel. Nous sommes là, voilà. Ah ouais, mais c'est immense. Oui, c'est une auberge traditionnelle. Ah oui, une auberge, une grande auberge. Bienvenue. Merci, merci. Et il y a plein de monde en plus, hein. Alors, ici, au premier étage. Ici, tu as des photos de notre famille. Ici, nous avons une peinture de notre maison de 1907. Super. Ah ouais, le bâtiment n'a pas beaucoup changé, hein. Hop. Ah, c'est grand. Voilà. Super grand et très confortable. Oui, et avec une vue à la montagne. Vue sur la... Ah oui, vue sur les sommets. Oh, enneigé. Quelle chance. Alors, à ta santé. Bon alors moi j'ai envie que tu m'expliques un petit peu pourquoi tu as décidé un jour de faire cette conversion pour faire un tourisme durable en fait. J'ai repris l'entreprise de mes parents il y a 17 ans. Et par la suite, j'ai simplement voulu aller dans une voie différente. Et c'est pourquoi j'ai choisi le développement durable, afin de préserver cette nature qui fait partie de nos traditions et à laquelle on tient beaucoup.
Et donc on a changé le système de chauffage, installé des panneaux solaires, on se fournit en produits locaux pour le restaurant, et on va plus loin en compensant nos excédents de CO2 en faisant des dons pour des projets de protection du climat dans les pays du Sud. Ce qui fait que nous sommes climatiquement neutres depuis 2010. Et ben moi je suis très admiratif de ce que tu fais, jusqu'à reverser de l'argent pour des projets comme ça. Bravo. Bravo. Ouais. C'est un bel exemple. Alors Jérôme, tu es prêt? Après à quoi, ça dépend? Oui, parce que ma tante Elfie, elle est là. D'accord. Elle veut cuisiner quelque chose avec toi, une spécialité tyrolienne. Génial. Oui, oui. Génial. Et premièrement, nous besoin les ingrédients. Ah bah oui. Du speck. Un produit de la région en plus, donc. C'est ça. On y va? Ah oui, super. D'accord. Un speckable. Un speckable. Hop. C'est parti. Allez. Hallo Peter. Hallo, grüß euch. Servus. Grüß dich. Hallo. Grüß dich, Gott. Grüß dich. Enchanté. Dis donc, ça sent bon, il y a la fumée, mais c'est parfumé à... Cette bonne odeur de fumée vient du genévrier qui pousse dans la forêt autour de nous. Et alors, c'est les charcuteries que vous fumez combien d'heures? Pour le fumage du saucisson, il faut 2 fois 6 heures. Mais pour le speck, c'est beaucoup plus long. Il faut bien 2 semaines. 2 semaines? 2 semaines. C'est énorme. Tu veux goûter? Ah bah oui, évidemment. Ah, le gras, il a un fumage exceptionnel. C'est toujours le gras qui est le goût. Et c'est très bon, bravo Peter. Merci beaucoup. Ok, bitte, danke. Danke. Bitte, danke dir. Jérôme? Enchanté. Enchanté. Elfie, c'est ça? Enchanté de te rencontrer. Donc ici, c'est ma cabane aux herbes. Ah, d'accord. C'est ici que nous cuisinerons tout à l'heure. Mais avant, on va aller dans la prairie, derrière, chercher des herbes sauvages pour préparer le dîner. On va cuisiner ensemble, super, eh ben on y va, je te suis. Et manger aussi. Bah, surtout, pour le manger, évidemment. Et alors, est-ce que tu organises aussi des sorties cueillettes avec les clients de l'hôtel de temps en temps? Oui, oui, j'appelle ça « Venez cuisiner avec Elfie ». J'emmène mes hôtes dans les bois ou dans la prairie pour ramasser des champignons, des baies ou des herbes. Et je leur apprends à cuisiner des produits locaux en fonction des saisons. Et on les déguste. Alors qu'est-ce qu'on va cueillir, Elfie? Ici, on a... C'est de l'aquilée millefeuille. L'aquilée millefeuille est une herbe qui est très amère, mais très bonne pour la santé. Tu peux en mettre dans des soupes avec des légumes ou en salade. Et toi, alors, qui t'a appris à cuisiner ces herbes? Depuis que je suis toute petite, ça m'intéresse. C'est ma grand-mère qui m'a transmis cette passion. Quand j'avais mal à la gorge, elle ouvrait le placard et me sortait un de ses remèdes maison à base de plantes. Ou pour soigner des maux de tête, elle nous préparait un thé. Oh là là, je vais me faire rouspéter maintenant. Oh là 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 là. Ça se passe bien, t'occupe pas. Je vais y arriver. Il faut danser avec le couteau. Faut que je danse avec. Danse. Allez, danse. Non, j'ai rien fait. Non, j'ai rien fait. Oh là 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 là, ça va être beau ça. Un petit peu de muscade. Ok, maintenant on va farcir les raviolis. Allez, allons-y. Tu fais comme ça. Bien au centre. Ça. Et le speck? Non. Pas de non, speck? on ajoutera le speck à la fin. Mais tu fais tes dessins, toi-même.
Et voilà. À moi. Allez, tu fais les autres. Appuie bien. Hein. Elfie, j'ai l'impression que je suis quand même plus généreux que toi dans la garniture. Un peu trop. Ouais, peut-être trop, hein. Mais c'est parce que je suis gourmand, qu'est-ce que tu veux, hein. On se refait pas. Je pourrais essayer de refaire la recette chez moi et je dirais, ça, ce sont les raviolis à la Elfie. Ok. D'accord? D'accord. Alors, est-ce que tu me permets qu'on fasse un petit Elfie tous les deux? Un petit Elfie tous les deux? Allez, viens, un petit Elfie tous les deux. Ok. Et voilà. Voilà les Schluffkraffen. Alors, Jérôme. Oui, dis-moi. C'est ma maman. Enchanté. Mon père. Très bien. Et c'est Jérôme. Eh bien, ravi de dîner avec vous. Bon appétit. Bon appétit. J'ai hâte de goûter hein, ta recette quand même. Alors, je t'ai pas demandé, René, vous êtes combien de membres de la famille à travailler ici dans l'établissement? En total, il y a 12. Ah ouais. Mais c'est pas facile toujours. Ah, la famille, c'est jamais facile de travailler en famille, oui. Et ton épouse travaille aussi ici? Non. Non, elle travaille pas non. ici. C'est mieux pour notre mariage. Et alors, tous les deux, le papa et la maman de René, quel regard vous portez sur ce qu'il a accompli depuis qu'il a pris les rênes de l'établissement? Je n'ai qu'une chose à dire. Je suis très fière de mon aîné et de ce qu'il a fait de cette maison pour suivre la tradition familiale. Moi aussi. Cette auberge, c'est notre fierté. C'est une vraie histoire de famille. Bon, je me régale, Elfie. Hein. C'est très bon, bravo. Merci, Jérôme. Merci, je me régale. Oh, tu t'es mis au français. C'était un plaisir de cuisiner avec toi. Développer une architecture naturelle et durable, une philosophie devenue la marque de fabrique du Vorarlberg, une région située à l'ouest du Tyrol et couverte à 30% de forêt. Sur ces habitations, le bois côtoie de vastes surfaces en verre ou en acier. Nulle part ailleurs en Europe, on ne compte autant d'entreprises artisanales spécialisées dans l'architecture. Le charpentier Hermann Nenning est l'une des références dans ce secteur. Regarde cet arbre, il serait bien pour moi. Celui-là, ça serait parfait pour faire la charpente du toit. Hermann travaille en étroite collaboration avec les bûcherons locaux pour sélectionner les meilleures pièces de bois. Ici, jusqu'au 19e siècle, tout était construit en bois. Même les objets du quotidien, comme des cuillères ou des assiettes. C'est la ressource locale. Une symbiose entre les hommes et la nature depuis le Moyen Âge. Charpentier depuis 30 ans, ça fera de bonnes planches. Hermann a toujours sillonné ses forêts de montagne. Petit, j'allais en forêt avec mon père pour couper les arbres. Et je me rappelle que je prenais le bois sous l'écorce pour en faire un chewing-gum. Après la sélection des arbres, Hermann se rend dans son atelier pour la transformation du bois. Son carnet de commandes est déjà rempli pour toute l'année, notamment avec la construction d'une école de 1600 mètres carrés entièrement faite de sapins. Mais ce qui le rend particulièrement fier, c'est un chantier qu'il vient de terminer. La rénovation d'une ferme vieille de 400 ans, réhabilitée en grand chalet douillet. Cette maison symbolise l'alliance de la tradition et de la modernité, car à partir d'une ferme classée monument historique, on a réussi à lui donner une nouvelle vie. Cette façade est typique de la région. Elle a un rôle décoratif avec ces tuiles rondes en bois comme ici. Sur 1 mètre carré de façade, il y a 320 tuiles en bois. Toutes faites à la main et montées une par une. Cela montre à quel point nous sommes attachés à l'habitat. Un engouement pour l'architecture et le bois que l'on retrouve dans la construction de grandes tours qui vont servir à une autre tradition locale, les feux de joie. Pour nous, c'est une façon de chasser l'hiver. On organise toujours ces feux de joie le premier dimanche après Mardi Gras.
Bernard Manser est le responsable des festivités du village de Schopernau. Pour l'occasion, il a érigé avec ses collègues une tour en bois haute de 20 mètres. Un ouvrage surmonté par une étrange créature. Tout en haut, la dame que l'on voit, c'est une sorcière. Elle doit absolument exploser et brûler. Le problème, c'est que si elle ne brûle pas, nous sommes obligés de construire un nouveau bûcher la semaine suivante. Du bois qui est récupéré sur de vieilles maisons vouées à la démolition. Pendant 2 jours, près de 20 personnes sont mobilisées pour cette opération. Et les enfants ont également le droit à leur tour plus petite. La nuit tombée, ces derniers acheminent d'ailleurs lors d'une procession au flambeau la sorcière qui trônera en haut de leur tour. Allez-y les enfants, allumez la tour. Toute la nuit, les tours en bois vont flamboyer dans de nombreux villages de montagne. Pour moi, c'est la tradition. Ça me rappelle mon enfance. C'est vraiment très beau. Moi, j'aime quand la sorcière brûle. C'est drôle, mais j'ai un petit peu peur. Bonne nouvelle, la tour comme la sorcière se sont bien enflammées. Signe annonciateur d'un printemps radieux. Alors, on y va? Oui, il fait frais là, déjà ce matin. Ouais. Allez, en route. Alors maintenant, nous montons ici le Simmering. C'est notre alpage. Tac. On commence à deviner les premières lueurs là derrière. Ça s'annonce très beau. Très beau. C'est pour quand le réveil a sonné à 4 heures, je te cache pas que ça piquait. Mais 2h30 plus tard, quand tu as cette récompense, tu regrettes pas du tout. On a les oiseaux qui racontent le début de la journée. Difficile d'être mieux quand même. Hein. Alors Jérôme, c'est une petite tradition au Tyrol. Oula, c'est pas de l'eau de source ça. Un petit schnapps. Un petit schnapps. Ouais. L'eau de vie de la région. C'est ça. C'est bon mais c'est fort. C'est un peu tôt pour moi en fait. C'était ma grand-mère, elle a dit toujours un schnaps par jour, ça va. Et elle était à 99. Alors, ah oui, donc ça veut dire que oui. Voilà, si c'est avec modération, en effet. C'est bon. C'est bon. On sent la chaleur du soleil commencer à venir nous réchauffer les joues. C'est agréable. Alors Jérôme, comment était ton voyage au Tyrol? J'ai envie de dire un peu comme ce lever du jour, c'était une découverte. J'ai été impressionné par les paysages. On sent que c'est la force de la nature qui est toute proche en fait. Et ça va avec les chants ici, les Tyroliens? Ouais. Bah oui, les Tyroliens, vous êtes très accueillants. Et puis vous avez surtout une grande qualité, je trouve, c'est cette faculté de savoir partager votre territoire et de nous le faire aimer en fait. Ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est notre passion d'accueillir des visiteurs et de faire connaissance avec notre pays.
Voilà, il ne nous reste plus qu'à vous dire au revoir, à vous remercier de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite pour de nouvelles échappées belles dans d'autres contrées lointaines. Vous pouvez regarder cette émission en replay. Et puis, je crois qu'il est temps aussi de... Hop là. Peut-être temps de partir du Tyrol, mais c'est peut-être pas gagné, hein, parce que je suis quand même un petit peu enfoncé dans la neige. Quoi qu'il en soit, je remercie tous ceux qui m'ont accompagné. N'hésitez pas vraiment à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Et vous aurez des coulisses aussi amusantes que celle-ci. Et puis on va leur dire au revoir comme il se doit. Oh là là, oh là là, oh là là, oh. Bon, je crois que j'ai besoin d'heures de cours encore. Allez, au revoir, à bientôt. Vielen Dank, au revoir.